Le téléphone sonne. J'ai été dans les années 60-70, je suis à la retraite actuellement, professeur en Tunisie. 01 45 24 7000. Et aucune de mes élèves filles n'a jamais eu de voile. Au téléphone sonne ce soir. Laïcité, signe religieux, faut-il légiférer? Je disais qu'il y a quelques années, on a eu le débat sur l'excision. Fallait-il punir pénalement des gens dont c'était la coutume et en gros c'était pas de leur faute? Mais j'aimerais aussi qu'on parle des filles qui ne le portent pas et qui subissent aussi ces pressions. Dans mon école, il n'y a jamais eu, ajoute Denise, d'étoiles jaunes. La laïcité ne le permettait pas. C'est quelque chose qui contrevient à l'idéal de la République laïque. Ce que je voudrais rappeler, c'est que dans cette affaire, il ne s'agit pas simplement de traiter le problème du voile islamique. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a voté dans la nuit l'exclusion définitive d'Alma et de Lila Lévy. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a finalement exclu définitivement de l'établissement Alma et Lila. Bas les voiles, eh ben, je crois qu'on a compris au cours de cette émission que vous êtes quelqu'un de très sincère. C'est un livre très fort, très sincère, d'ailleurs, qui est en tête des listes de best-sellers. Et quand je parle des signes Alors, religieux... vous êtes pour la blouse grise, vous? Et quand Comme Darcos, vous êtes pour la blouse grise? je trouve que c'était pas si mal. Certes, mais il y a d'autres personnes qui vont parfois un peu trop loin, comme par exemple ton ministre délégué Xavier Darcos. Ah non, pitié. Si. Pas essayer de m'opposer à Xavier. Non, enfin, mais bon, j'écoute. de t'opposer, tu peux abonder dans son sens. Il a déclaré au sujet des élèves voilés, si on n'aime pas la République française, faut aller ailleurs. J'ai une bonne remarque, excusez-moi, de David, ça s'adresse sans doute à vous, Jamila. Les jeunes filles refusent de retirer leur voile dans les écoles laïques, d'accord. Mais comment réagiraient-elles si nous, on entrait dans des mosquées en gardant nos chaussures? Et là, par exemple, ce qu'elle a sur la tête, c'est réglementaire? Ce qu'elle a Alors, c'est un peu large. Il y a le string, il y a l'uniforme, il y a le foulard. Alors, il y a même des gens qui proposent qu'on mette plutôt le string dans les cheveux et le tchador ailleurs. Bon. Pour moi, c'est inacceptable. Là. Vous allez lui demander de le retirer? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les autres sont témoins. Est-ce que Anan, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterais Anan aujourd'hui comme ça? J'ai vu le proviseur en bas, je lui ai Anan, c'est non. Il m'a dit oui. Anan, on ne discute pas, c'est non. Madame. Non, je suis désolée. C'est pas un signe religion, c'est un symbole d'oppression fait aux femmes. À l'extérieur, il y a des millions de femmes qui veulent retirer le voile. Il y a des millions de femmes. La dernière, Shirin Ebadi, le prix Nobel de la paix en Iran, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle se bat aujourd'hui? C'est parce qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas exercer le métier d'avocat. Alors من معتقد به آزادی هستم. Je suis pour la liberté et je pense que la liberté de choisir son vêtement, c'est une des libertés basiques. زندگی کنند و از سوی دیگر je pense que interdire de porter le voile à l'école, ça empêchera plein de jeunes filles de continuer d'étudier. Et si ces femmes, par leur choix personnel, voudront être à poil. Là, ici, moi, je voudrais être à poil, c'est mon choix personnel. Ai-je le droit? C'est de la provocation, ça. Non. Ce que nous dénonçons, c'est la provocation. Là, on vous sent effectivement un petit peu dans une décision de provocation. Un certain nombre de pratiques de prosélytisme et de militantisme islamique qui se cachent derrière le voile. Vous faites partie de la nouvelle génération d'islamophobes? Oui, dans islamophobe, j'adore cette expression. Moi, je suis un peu islamophobe. L'islam, je ne dis pas l'islamisme, l'islam est en train, en France, de pénétrer avec des troupes. Je ne suis pas le seul dans ce pays à en penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers. Il n'y a pas de discussion possible. La laïcité, elle est une. Mais je le dis en toutes circonstances, aujourd'hui il faut ce dialogue-là, et s'il faut en arriver là... Il faut retirer le voile, est-ce que c'est ce que vous dites? Les filles veulent pouvoir se balader dans la rue sans être emmerdées et ne pas subir les tournantes sous prétexte qu'elles n'ont pas de voile. La commission n'est absolument pas focalisée sur le voile. C'est essentiellement la presse qui en parle beaucoup. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, c'est vrai, le voile dans son outil politique de conquête des esprits et la kippa qui est une référence à Dieu. Si on laisse faire, je crois qu'on ne s'en sortira pas. J'estime que le port de tenue ou de signe qui manifeste
ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. L'Assemblée a voté massivement la loi contre les signes religieux à l'école, 494 voix pour, 36 voix contre. Le texte entrera en vigueur à l'automne 2004. Quand je vois à la télé ce qu'on montre, ou ce que les gens disent, ou ce qui se passe ce qu'ils disent dans les journaux, et que moi je vois ces filles-là tous les jours, je reste comme ça, je me dis non, il y a un problème. Je prenais le métro, et il y a une dame qui me regardait, donc je sentais qu'elle avait envie de me dire quelque chose, j'attendais, et elle me regarde, elle me dit mais vous me faites pitié. Ça a mis de la colère. Hein. Moi c'était un seul débat avec ma famille. Les autres, j'ai pas pu rester avec eux. Ça a divisé les familles, hein, faut pas croire. Hein. Ça a enragé les gens les uns contre les autres. Ça a fait des conflits familiaux, des conflits dans les quartiers, des conflits dans les établissements. Ça fait des conflits dans tous les niveaux. On nous parlait de l'Afghanistan, on nous parlait de l'Algérie, on nous parlait des trucs. Mais moi qui porte le voile, je trouvais ça insensé. On nous parlait pas, on nous montrait pas nous, on nous donnait pas la parole. Alors on entendait justement un écrivain iranien parler de l'Iran, ça n'a rien à voir avec nous. Moi, je suis citoyenne, je suis française. Il faut les rappeler, ils fixent la laïcité comme un idéal, ils fixent un cadre, et ce cadre, c'est effectivement des obligations et des contraintes, une obligation de neutralité avec toutes les ambiguïtés de ce terme, mais enfin, il y a cette première obligation de neutralité qui concerne les locaux, l'autre elle concerne le personnel enseignant, et la troisième, les contenus enseignés, les programmes. Pour ce qui est des élèves, silence de la loi. La loi ne dit rien, et quand la loi ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation particulière pour les élèves d'être neutres. Et il me semble qu'une des limites aujourd'hui de la laïcité telle qu'on la vit, c'est qu'elle se vit encore sous le regard du religieux. Et elle s'exprime dans les catégories du religieux, c'est-à-dire comme une croyance, comme une valeur. Elle n'est pas l'espace d'expression libre et respectueux de toutes les croyances, elle est l'espace d'affirmation d'une croyance, qui est la croyance dans la libre pensée, dans la liberté d'expression. Vous voyez ? Ou si on se base sur le mythe d'une école dans laquelle la société rentrerait pas, dans laquelle les problèmes politiques rentreraient pas, les problèmes religieux rentreraient pas, on se trompe quoi. Et on peut pas dire aux gens, non, désolé, on va pas parler des fermetures d'usines. Ah bon, ton père a été renvoyé, tant pis. Après tout, ça n'a rien à faire dans le sein de l'école. On est en sciences économiques et sociales, c'est pas grave. Nous, on analyse une structure économique, pas un cas particulier. Et ça vaut aussi pour les religions, quoi. À l'époque, les catholiques avaient le pouvoir, il y avait un contrôle de l'Église. Or, aujourd'hui, les musulmans, ils ne vont pas prendre le pouvoir, quoi. Faut arrêter. Enfin, c'est vraiment un délire. Je sais que j'avais des profs en quatrième qui me disaient « Oui, mais mon pays, c'est la France et j'ai pas envie que ça devienne comme l'Iran. » Je dis « Mais il faut arrêter le délire, quoi. » Et le devoir de laïcité est d'autant plus cautionné qu'il y a le terme d'intégration. Il y a des sous-termes qui en découlent. D'intégration, d'assimilation, alors que pour moi c'est des notions caduques. Déjà l'intégration pour moi ne veut rien dire. Moi je suis née en France, quel devoir d'intégration j'ai ? Aujourd'hui, concrètement, on veut simplement confisquer le débat qu'il pourrait y avoir sur la question de l'islam, parce qu'on voudrait toujours la traiter sous le volet de l'intégration. Cette manière de nous ramener finalement à des origines qu'on aurait nous simplement... On est les seuls à être d'origine immigrée. On est les seuls à avoir une civilisation qui commence dans les années 70 et une civilisation qui se cantonne dans les foyers Sonacotra. On est les seuls. Depuis que je suis petite, on m'a jamais comment dire,
considérée comme une Française à part entière. Quoi. On m'a toujours dit t'es arabe, tout ça. Je dis qu'il y en a certainement. Après tout, pourquoi y aurait-il pas, comme tout le monde le sait, des extrémistes là alors qu'il y en a ailleurs, y compris des extrémistes laïcs ou des extrémistes politiques? Sur la peur de l'intégrisme, sur la peur de voir Ben Laden arriver en France, sur la peur de l'attentat, sur la peur de... On les tient là-dessus. Parce que si finalement il n'y avait pas toutes ces appréhensions-là, les gens iraient d'eux-mêmes rencontrer ces gens qu'on montre du doigt. Mais qui sont-ils? Mais on n'irait pas, parce qu'on a peur de sauter sur une bombe. Si on veut lutter contre les intégristes, on mène une politique contre les groupes intégristes. On ne mène pas une politique contre les gamines de 15 ans ou de 18 ans, qu'elles y soient ou qu'elles y soient pas, mais même quand elles y sont, a fortiori, on les exclut pas de l'école. Si ces groupes sont dangereux, si ces groupes dangereux existent, la fille qui vient quand même à l'école publique avec son voile, je dirais que c'est un devoir impérieux de précisément la garder au sein de cette école laïque qui, malgré tous ses défauts, lui permet de côtoyer déjà des élèves de tous horizons et puis de recevoir un enseignement un petit peu différent de ce qu'elle entend à l'extérieur. Alors, je suis aide éducatrice dans un collège, donc ça fait 4 ans et demi. Et donc, il y a une fille qui porte le voile, mais parce qu'elle est obligée. Donc, elle est soumise à l'autorité parentale. Et donc, c'est une bonne élève qui aimerait aller l'année prochaine au lycée et aller à la fac, faire des études de médecine. Et le problème, c'est que son père, il est d'accord, mais il lui dit tout simplement que de toute façon, comme l'école ne veut pas d'elle, de toute façon, elle n'ira pas. C'est une fille comme tout le monde, je veux dire, c'est une fille de son âge, 14 ans, donc qui se maquille, qui se démaquille avant de rentrer, comme on l'a tous fait, quoi. Qui est amoureuse, qui pleure, qui rit, enfin je sais pas, c'est une fille, quoi. Elle risque d'être exclue, et je trouve, alors que l'école est obligatoire quand même. Et je trouve que l'école, quand on est adolescent, c'est difficile d'être adolescent. On a vraiment plein de cela où on a tous nos problèmes. Et je trouve qu'en rajouter encore par rapport à un voile, c'est une fille, c'est un être humain. Et on n'a pas le droit d'empêcher des gens d'aller à l'école. Je les connaissais ces filles-là depuis quelques années parce qu'on faisait des trucs ensemble, parce qu'on faisait les mêmes manifs, etc. Et puis en fait, ces histoires sur les lois, au début je voulais pas me positionner, quoi. Je me disais c'est pas important, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que ça. Il y a la casse du service public, il y a les chômeurs, il y a tout ça. Et après tout, pourquoi s'en occuper? Et puis là, cette année, je me suis rendu compte qu'en fait, même si je les connaissais pas très bien, même si je les connaissais que de vue, même si j'avais fait que des manifs avec elles, il se trouve que ces filles-là, tout d'un coup, elles risquaient d'être envoyées, quoi. Tout d'un coup, ça devenait prégnant, quoi. On les voyait et puis on savait que demain, elles auraient sûrement plus de cours, quoi. Je suis athée, anticlérical, à tendance libertaire, donc je me trouve en franche opposition avec beaucoup de gens qui sont de ma tendance. Mais en fait, c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit moi qui me trompe. Parce que la lutte contre les religions, quand on décide de la faire parce que les religions, on considère que c'est aliénant, etc., elle peut pas se faire au mépris des individus. On peut pas dire aux gens que
leur religion, ça ne sert à rien, qu'elle est inutile, qu'elle les fourvoie, et que donc ils auraient intérêt à l'oublier pour passer à un stade révolutionnaire actif, etc. La loi, c'est pas forcément. Je dis pas que c'est l'exclusion. Non, non, j'en sais rien. Non, c'est pas. C'est un outil de protection vis-à-vis des filles qui ne veulent pas le porter. Parce que je suis désolée. On les exclut de l'école, comme. Non, d'abord, on les exclut si elles veulent bien être exclues. Je suis désolée. Non, non, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, dans mon établissement, il y a eu des filles qui ont voulu mettre le voile. On a discuté, on a négocié. Elles ont accepté. Et elles ont accepté parce que le jour où les filles voilées accepteront que les autres ne se voilent pas, là, d'accord. Je soutiens les putes, les soumises et les voilées. Et je soutiens tout le monde. Qu'elle soit pute, SDF, je la soutiens. De toute chair. Elle a besoin de quelque chose, elle vient me voir. Je suis là. Il faudra s'habituer. Je voulais dire aussi que la France, en fait, veut nous dévoiler pour voiler ses problèmes, tout simplement. C'est tout ce que je veux dire. Et puis maintenant, je suis là pour soutenir les femmes. Je suis aussi une femme française, citoyenne avant tout. Et je suis venue me revendiquer, tout simplement. C'est une loi raciste, c'est une loi discriminatoire et on est là pour protester contre cette loi et on est dans ce cortège parce que nous estimons que c'est une loi contre les femmes aussi. Nous on est un peu l'antithèse de Ni pute ni soumise puisqu'on est contre les lois qui punissent les prostituées et contre les lois qui punissent les femmes voilées. Donc voilà, on est exactement l'antithèse, on est donc un vrai mouvement féministe. Ni plus ni moins. Et on est surtout on est indépendant, on n'est pas financé par le PS, ni par SOS Racisme. Cette bande de racailles là qui ont saboté la marche des bars. Voilà. Je pense que le féminisme, il n'a pas de couleur, pas de vêtements. On est des femmes, on défend nos droits. C'est un argument pseudo-féministe qui a été proposé par le pouvoir en place et dans un panneau dans lequel malheureusement beaucoup de féministes sont tombées aussi. Parce qu'elles ne sont pas seulement tombées dans ce panneau-là qui pousse à la répression de certaines femmes, mais elles sont tombées dans l'autre panneau qui est de favoriser le symbole au détriment de la réalité. Je pense que là, le féminisme, pris dans son ensemble, pas chaque féministe ou toutes les féministes, mais disons, pour le moment, en tous les cas, la majorité des groupes féministes a fait un très mauvais deal avec l'État. Parce que c'était l'occasion pour le mouvement féministe de dire, écoutez, les symboles, il y en a à l'appel, celui-là, il ne nous dérange pas plus que d'autres, comme par exemple des choses qui ont été beaucoup citées dans le débat, comme le string, la pornographie, les talons aiguilles, etc. Ce qui nous dérange vraiment, c'est d'être payé 25% de moins que les hommes, c'est de nous taper 80% du travail domestique, c'est d'être acheté et vendu comme des marchandises, ça nous dérange.
c'est d'être battu, c'est d'être tué par des coups. Ça nous dérange beaucoup et vous ne faites pas grand-chose. Dire que la racine du patriarcat et de l'oppression des femmes réside uniquement dans l'islam, c'est trop réducteur et ça ciblerait forcément un sexisme de banlieue et de quartier, alors que le sexisme concerne toute cette société et dans les sphères publiques que privées. Et on est forcé aussi, pour décrypter la signification de ce foulard, de ne pas aller simplement décrypter 3 sourates du Coran qu'on a entendues à la télévision, mais de demander aussi aux filles qu'ils portent la signification qu'elles leur donnent. Un signe, comme tout signe, que ce soit la mini-jupe, le rouge à lèvres, le décolleté ou le foulard islamique, il a le sens, il n'a pas un seul sens. Il peut être dans certaines situations, je parle du décolleté ou du rouge à lèvres, il peut être dans une situation l'élément qui s'inscrit dans une aliénation, une soumission au désir masculin. Il peut être, dans d'autres cas, pour d'autres filles, un élément d'émancipation, d'affirmation de soi. C'est pour ça que nous, notre combat, il est pour toutes les femmes et nous sommes pour la liberté de choix et surtout d'autonomie de chacune, pour que toutes les femmes disposent enfin librement de leur corps. Pour moi, peut-être que porter le voile, justement, c'est m'émanciper, c'est m'affirmer en tant que femme. Donc, il n'y a pas le féminisme unique, c'est pas universel. Notre collectif, ce qui est intéressant, c'est que il est ouvert on a des jeunes filles, on a des filles lesbiennes, on a des anticléricales, on a des divorcées, des mariées, des filles voilées musulmanes. Et on est énormément de femmes musulmanes à se définir comme féministes, c'est-à-dire comme des femmes qui se battent pour finalement que des femmes puissent accéder aux mêmes droits sans imposer un idéal. C'est-à-dire que vraiment, je pense que en France, en France et même peut-être ailleurs, mais moi j'ai remarqué ça surtout en France parce que c'est pas pareil en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre. Il y a un féministe assez franco-centriste, on va dire, et qui est quand même imprégné d'un certain colonialisme, parce que venir imposer un idéal ou dire toi tu n'es pas libérée, tu es soumise parce que tu portes un symbole, ou aller finalement tout résumer à un bout de tissu, je trouve que c'est grave et ça dénature finalement ce que devrait être le féminisme. Effectivement, il y a des filles qui portent le voile et qui ont peut-être une manière de le porter qui est un peu qui est affirmative. Mais je veux dire, elles ont face à elles des personnes qui sont suffisamment sensées pour savoir réagir. Faut arrêter de penser que toutes les filles qui ne sont pas voilées sont mentalement ou psychologiquement faibles et que du coup le fait de porter le voile serait un signe de force d'ailleurs. C'est assez étrange ça. On se demande pourquoi on voudrait qu'elles l'autre. Du coup, si effectivement ça les fortifie tant que ça, au fond, il aurait peut-être mieux qu'elles le gardent. Moi, elles sont sûres de pouvoir se prémunir contre tout un ensemble d'influences délétères. Je crois qu'on leur attribue, voilà, une espèce. Ça, c'est typique de la constitution de la menace, c'est que ceux qui sont constitués comme menaçants sont aussi investis d'une espèce de puissance exorbitante, comme si les filles voilées avaient une capacité de persuasion supérieure à celle des autres. Moi, je pense qu'elles n'ont pas forcément ni besoin ni envie de convertir tout le monde à leur usage et à leur pratique, et qu'on ne peut penser cela que si effectivement on est dans la défense d'un certain modèle complètement monolithique de ce que doit être la femme. Et moi, je trouve que d'ailleurs, dans la manière dont il s'est réorienté, le mouvement Ni pute ni soumise a complètement prêté le flanc à tout un ensemble de stéréotypes finalement. C'était absolument essentiel ce qu'elle dénonce et ce qu'elle dénonçait à l'époque. Le problème, c'est que ça n'est pas la meilleure manière de sortir de l'ornière ou de cet enfermement que tout le monde connaît dans les quartiers. Ça n'est pas de proposer un modèle normatif en disant voilà, la seule voie, la seule issue, c'est le républicanisme jacobin, intégrationniste. Autrement dit, donnons les gages que nous sommes bien comme on attend de nous que nous soyons, et nous serons tirés d'affaire. Les générations antérieures de descendants de migrants et de descendants de migrants qui ont eux-mêmes été décolonisés savent très bien qu'il n'y a rien à gagner à ce genre de marché, qu'en général c'est un marché dur. En fait, ça s'est passé en septembre 1994, donc j'étais en terminale. Et donc, il y a eu la circulaire du ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou. Et
qui était envoyé à tous les proviseurs, et c'était aux proviseurs de choisir, de voir en fonction des élèves s'il y avait lieu ou pas d'exclure une élève qui portait le foulard. Donc en septembre, on nous a d'abord parlé à toutes les filles qui ne voulaient pas enlever le foulard. Et donc ça a commencé, ils ont discuté avec nous, mais en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'on nous a placé, toutes les filles qui portaient le foulard, on nous a placées dans une salle. Je me souviens très bien de la salle A240, c'était la salle de réunion. Et on nous a mis toutes à l'écart ensemble, et on a essayé un peu de discuter pour nous convaincre de devoir l'enlever. Et bon, donc on est resté... pendant 2 mois, on n'a pas eu le droit à aller en cours, quoi. On était là pendant toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Et bon, à la récréation, on avait le droit de sortir. Donc en fait, on était un petit peu les pestiférés du lycée, quoi. On nous enfermait là, mais après, bon, quand on allait voir nos camarades pendant la pause de récréation, on prenait les coups, on rattrapait, parce que nous, on ne se voyait pas du tout se faire exclure. Donc en plus, toutes les filles, on était une trentaine. On était une trentaine dans la salle à 240 tous les jours, quoi. Et donc c'était pendant 2 mois, c'était septembre, et je me suis fait renvoyer au mois de novembre. Donc pendant 2 mois, c'était comme, je sais pas comment dire, on était un peu persécutés dans cette salle. Tous les jours, on venait, on rentrait dans le lycée, on voyait nos camarades 5-10 minutes avant qu'ils aillent en cours, et ensuite on nous mettait dans cette salle à l'abri des autres, à l'abri des regards. Je sais pas, c'est comme... C'est une drôle de sensation de rentrer. On rentre dans le lycée, mais après on vous met à part, on vous met dans une salle. Et c'est comme si c'était un petit peu un moyen de, pas persécuter, mais je veux dire un moyen de pression, voilà. Donc bon, ensuite, en novembre, moi j'ai été exclue le 21 novembre 1994. Ben, je suis passée au conseil de discipline, comme toutes les autres, les 10 autres. Tu peux raconter le conseil de discipline? Oui, le conseil de discipline. Alors là, c'est quelque chose d'horrible, c'est atroce. Parce que, en fait, moi, pendant toute ma scolarité, depuis la primaire, quand j'entendais conseil de discipline, c'était vraiment pour les gens, vraiment les cas du lycée, les gens que je sais pas, qui harcelaient les professeurs, qui les violentaient, qui faisaient du mal, qui troublaient l'ordre de l'établissement, vraiment c'était des gens à problème, des gens qui mettaient des problèmes, qui faisaient des problèmes pour le lycée ou le collège. Mais quand moi on m'a dit que je passais en conseil de discipline, quel manquement de discipline j'ai eu? C'est ça qui est le plus choquant, c'est vous allez passer au conseil de discipline, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et je me souviens encore de cette scène quand le proviseur m'a tendu une feuille, et sur cette feuille il y avait écrit mon nom, il y avait écrit Mademoiselle Aouzi Fatima, et renvoyé, exclu définitivement, le 21 novembre 1994, et en dessous il y avait A, c'était pour marquer l'heure. Il était 10h30, il a marqué 10h30, il m'a tendu la feuille et il m'a dit « Il est 10h30, à 10h31, je ne veux plus vous voir dans l'enceinte de l'établissement. » Et ça, je crois que ça a été le pire de tout, même le fait d'être enfermé dans cette salle, mais ça c'était le pire, le fait qu'il me tende cette feuille et qu'il me dise « Dehors quoi, dehors, on veut plus de toi. » Et quand je suis sortie, je sais pas, je regardais derrière moi. Et bon, je suis un peu émue quand je... Et j'étais la première en plus à passer au conseil de discipline. Et de la cour de récréation, je voyais la salle A240 parce qu'elle donnait sur la cour. Et je voyais les filles qui étaient là-bas et qui me voyaient partir. Et je voyais que ça allait bientôt être leur tour. Et je sais pas, c'est une image. Quand je suis sortie, c'était... J'ose même pas, je sais pas, je trouve même pas les mots pour dire, c'est... Je sais pas, je réalisais pas encore, mais le fait de tendre cette main et de me dire dehors, on veut plus de toi, bon, j'ai rien fait de mal et on me jette comme ça, on me met à la rue. Et je crois que ça c'était le pire, quoi. C'était, je sais pas, je peux même pas mettre des mots dessus, mais c'est horrible. Une fois que je suis sortie, ce que j'ai ressenti, c'était une solitude, une grande solitude. Je me sentais seule parce que, je sais pas, la vie à l'école, c'était ma vie sociale.
C'était, je veux dire, parce que quand je suis sortie du lycée, en fait, quand on m'a renvoyée, ce qu'il y a, c'est que j'ai vu que tous les camarades de classe que j'avais en cours, les professeurs, j'avais plus rien en commun avec eux, tu vois. Je veux dire, en général, quand tu sors du lycée à la fin des cours, tu parles des devoirs, des cours, des contrôles, le professeur, qu'est-ce qu'il t'a dit, tu vois. Et là, quand j'ai rencontré ces anciens camarades, je veux dire, quand on s'est rencontrés, on n'avait rien en commun à se dire, on n'avait plus rien. Je veux dire, je sais pas, eux avaient leurs devoirs, ils suivaient le cours de leurs études. Et moi, j'étais comme ça. C'est comme s'il y avait moi et les autres. Je faisais plus partie, j'étais plus une élève, j'étais plus une lycéenne, j'étais plus rien. J'étais plus rien, en fait, quand je suis sortie. J'étais une exclue. Et là, je me suis vraiment sentie, je me souviens, les 10, on était là, on s'est dit vraiment, on est les exclus de la société. Parce que pour vivre dans une société, il faut vivre avec les autres. Si on vous met de côté, toute seule, je ne sais pas comment on peut devenir sociable. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que l'école, c'est grâce à l'école qu'on peut avoir un avenir professionnel. Et là, quand on m'a... en fait, tous les soirs, je pensais, je pleurais toute la nuit. Je m'étais à pleurer, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Mon avenir, qu'est-ce qu'il va devenir? J'avais plus d'avenir. En plus, en terminale, on passe le baccalauréat, on peut faire après des études supérieures, on peut voir autre chose. Le baccalauréat, c'était vraiment une porte, vraiment, qui pouvait ouvrir la porte à plein de choses. Et là, je sentais qu'on m'avait cassé mon avenir, on l'avait arrêté là, en terminale, voilà, l'année du baccalauréat. On m'a cassé mon avenir là, on m'a dit stop, voilà, et voilà, tu sors, tu es à la rue, tu n'es plus rien, tu ne vaux plus rien. Et alors je me demandais... Je sais pas, maintenant avec le recul, je me demande comment on peut s'émanciper si on passe pas par l'école. Comment on peut se libérer, comment on peut apprendre. C'est à l'école qu'on apprend tout. Si on va pas à l'école, on peut rien apprendre. De la vie en tout cas. Et en sortant de l'école, ça n'aide personne. Je leur souhaite vraiment beaucoup, mais beaucoup de courage. Et quel que soit leur choix, moi je les respecte. Et je les encouragerai. Si je peux les aider dans quoi que ce soit, je le ferai. Mais quel que soit leur choix, il faut bien qu'elles choisissent. En fait, quel choix? Il n'y a pas de choix, je veux dire, c'est soit l'école, soit rien. Donc, quelquefois, le choix, il est vite fait. Donc, je les encourage et franchement, je souhaite vraiment beaucoup de courage. Et j'espère qu'elles feront le choix et qu'elles ne regretteront rien. J'espère qu'elles ne regretteront rien. Ça fait 32 ans que je suis dans l'éducation nationale. Bon, je suis jusqu'à présent très contente d'y être. Mais il y a 5 ans, quand un flair en Normandie a éclaté cette affaire de foulard qui a été énormément médiatisée, et c'est tant mieux parce que moi je pensais que ça allait donner lieu à un grand débat. Puis après tout ça est retombé. On a oublié qu'il y avait 2 petites filles, parce que je dis 2 petites filles de 11 ans et demi qui étaient seulement en 6e. Moi j'ai été absolument choquée, bouleversée par ça. On lui a dit, écoute, t'as les cours par correspondance, t'as qu'à t'inscrire au CNED, mais en plus le CNED c'est pas gratuit, personne ne s'est occupé de savoir si cette famille, qui est une famille d'ouvriers, ils n'avaient pas les moyens de se payer les cours, ça a été très difficile. La petite s'est retrouvée du jour au lendemain avec une pile de cours haute comme ça qui l'a dépassée, elle était incapable de s'organiser, donc l'histoire des cours par correspondance, mais c'est un leurre, et c'est renforcer l'inégalité, parce que la petite elle n'avait pas de parents qui parlaient français. Donc la pauvre mère, la sœur pouvait l'aider, mais elle a été prise par son BTS. La petite, elle s'est retrouvée toute seule à organiser ses devoirs. Et puis surtout, moi surtout ce que j'ai trouvé très triste, et elle en est tombée malade, la petite, je peux le certifier, elle a même été hospitalisée. Et ça, faut le savoir, jusqu'où ça peut aller, l'exclusion. On l'a arrachée, moi je dis, à une communauté scolaire. C'est une petite qui avait des bons camarades. Et je suis d'accord avec les lycéennes, les 3/4 des élèves, je dirais presque la quasi-totalité des élèves, ils ne comprennent pas l'exclusion. Ils étaient tous devant le collège, spontanément, à crier leur solidarité avec Esma Nour et Belguine, les 2 petites. Vraiment. Et j'étais stupéfaite de l'attitude des profs. J'étais sidérée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les 2 petites se sont présentées avec leur foulard, et moi je pensais que ça pouvait... Moi je suis prof de français, j'aime bien débattre avec des adultes et j'aime bien débattre aussi avec les enfants, parce qu'il y a quand même des profs qui débattent et qui discutent avec les élèves. Eh bien, je n'ai trouvé dans mes collègues que des gens pleins de haine, pleins de peur, parce que moi je crois que c'est ça, l'essentiel, c'est la peur. Et tout le beau discours sur la laïcité, et on a entendu tous les arguments
5 ans que je m'éduque là-dessus. Nous sommes le 3 avril 2004 et nous avons décidé donc avec les jeunes filles dont les voix n'ont pas été entendues concernant donc le foulard de faire une manifestation de discussion. C'est un terme donc qui a été inventé par ces jeunes filles pour dire qu'on voudrait changer un peu la mentalité des gens. Il y a certains problèmes en France et ils souhaitent cacher ça, donc en sortant un faux problème pour pouvoir faire des choses par derrière. C'est comme toutes ces lois qui passent en ce moment. Bon, personne n'est vraiment au courant parce qu'on focalise le problème sur le voile, quoi. On supprime des postes, on ne donne pas des moyens aux professeurs. Finalement, aujourd'hui, quand on voit le désengagement et peut-être le désintérêt des gens sur la question des sans-papiers, sur la question du vote des étrangers, sur la question de la discrimination, et quand on voit finalement qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante, elle a réussi à stigmatiser, à pointer du doigt les victimes et en faire finalement le problème. C'est-à-dire qu'on regarde les personnes dans les banlieues, on regarde les chômeurs, les immigrés, et on en fait finalement le problème de la France. C'est-à-dire des vecteurs de violence, alors que finalement la violence et le problème de ce pays, c'est bien la précarité, le chômage et vraiment le manque de politique et de projet social. Aujourd'hui, on est en phase où on est en train de vouloir construire de nouvelles prisons, où il y a une situation carcérale qui est dramatique. Dans les classes populaires, on essaie de montrer que nos gosses, ils doivent être logés à la même enseigne que ceux qui n'habitent pas dans les quartiers, qu'on veut les mêmes moyens. Qu'on veut pouvoir lutter contre la discrimination faciès, etc. J'aimerais dire quelques mots par rapport à l'histoire de France. Donc j'aimerais rappeler à la France que les Sikhs ont combattu lors des 2 guerres mondiales, qu'il y a plus de 100 000 Sikhs qui sont morts ici en France avec leur turban. On parle d'une société dans laquelle les politiques gouvernementales depuis 20 ans cassent tous les acquis sociaux. Dans une société qui est en voie de précarisation généralisée, en voie de flexibilisation généralisée, la pauvreté s'étend dans ce pays à un rythme comme nous n'avons jamais connu. Parmi les premiers touchés, vous avez non pas les jeunes issus de l'immigration, il faut qu'on abandonne ce terme, nous avons les jeunes issus de la colonisation, parce que c'est comme ça qu'on nous regarde. En réalité, le débat sur le foulard n'est qu'une pression idéologique pour que nous rentions dans l'invisibilité, parce qu'ils savent que leurs politiques vont nous amener à réagir, à nous battre pour nos droits, avec nos amis qui sont français depuis X générations, comme nous sommes français depuis peu. Nous devons affirmer très clairement qu'on n'émancipe jamais quelqu'un malgré lui. On ne libère pas quelqu'un malgré lui. Quand quelqu'un s'émancipe, c'est parce qu'il l'a décidé et qu'il entre en lutte. Secondo, il faut affirmer haut et fort, et ça va être difficile pour nous. La campagne est forte, ça va être difficile, et nous avons vraiment besoin de nous unir, toute origine confondue. Que le droit de ne pas porter le voile, et c'est un vrai droit, et je me bats pour que les filles aient le droit de ne pas le porter, qu'on ne les contraigne pas de le porter, suppose le droit de pouvoir le porter pour celles qui le désirent. Troisièmement, il faut que nous refusions d'entrer dans l'invisibilité. Nos parents ont été invisibles et ils étaient bien contents, les dominants de ce pays, d'avoir des parents invisibles.
Il faut que nous cessions d'être des objets parlés et que plus que jamais nous resterons des sujets parlants. Patent, brutal, institutionnel, systémique, omniprésent qui le caractérise. La deuxième maladie de ce pays, c'est le racisme patent, brutal, institutionnel, systémique, omniprésent. Essayons de voir le positif. Le lien est désormais fait entre les féministes et les jeunes femmes voilées, dont beaucoup développent un féminisme non pas contre, mais avec l'islam. Et pourquoi pas? Et si j'essaie de vous convaincre que même d'un grand mal, il peut peut-être sortir un bien, c'est d'abord parce que j'essaie moi-même de m'en convaincre. Et j'espère que vous m'y aiderez.